Bonjour Thierry de Villepillière. Bonjour Claude. Tu es connu dans le monde numérique par les fonctions que tu as exercées comme directeur partenariat éducation chez Microsoft. Et puis d'un seul coup, tu as quitté Microsoft et tu as monté ta propre boîte, une start-up. J'ai quitté une start-up qui a réussi pour monter une multinationale en devenir. Alors parlons de cette multinationale en devenir. Quel est son objet ? Evidence B, c'est une référence assez limpide pour les gens du secteur sur l'evidence-based education, l'éducation fondée sur les preuves. Et il y a une sorte de double idée derrière Evidence B. D'une part que deux courants qui sont d'un côté tout ce qu'amènent les sciences cognitives, comment le cerveau des enfants apprend, à mesure qu'on déplie le fonctionnement du cerveau. À l'international, c'est quelque chose qui est cyclique, ça va, ça vient, mais c'est pas quelque chose qui est complètement balisé. Et de l'autre, les promesses de l'intelligence artificielle. Donc c'est deux domaines qui sont encore en devenir, mais qui sont pleins de promesses. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est que pour avoir travaillé du coup chez ces grands acteurs internationaux et avec une volonté qui est celle un peu de ces acteurs-là, de pousser le numérique un peu à tout crin, avec des plans nationaux, des distributions de matériel partout, etc., qui ont une sorte de puissance un peu aveugle pour faire déployer le numérique, d'être quand même assez conscient qu'à la fois en termes d'accompagnement du changement, donc d'efficacité pratique dans le déploiement du numérique, et à la fois en termes de bon sens, c'est-à-dire que notre vie, elle n'est pas 100% numérique, même si elle est augmentée, renforcée, enrichie par le numérique. Et du coup, à travers Evidence B, on n'amène pas du tout numérique, mais on amène du numérique ponctuellement, sur des petits éléments de connaissance, là où les preuves commencent à être faites de l'importance que ça peut avoir sur les apprentissages. On va faire un petit module sur le sens des proportions, sur les fractions, un autre sur des éléments de syntaxe. Donc c'est ponctuellement, on a de la recherche qui permet d'aider l'enseignant à identifier des difficultés de certains de ses élèves et aider ses élèves à acquérir les connaissances sur lesquelles ils n'auraient pas une maîtrise parfaite. Et donc ces petits modules nourris d'abord par les sciences co et ensuite corrigés par l'intelligence artificielle, l'accès aux enseignants se fait à travers le canal des éditeurs scolaires principalement, mais il peut y avoir d'autres canaux, et ça partout dans le monde, parce que autant les systèmes éducatifs sont culturels, ça ne va pas être la même chose, l'histoire n'est pas la même en Finlande, en Australie ou à Singapour, autant le cerveau des enfants, c'est le même partout en fait. Et du coup, quand on travaille sur un module sur le sens des proportions, les petits-enfants de Singapour, qui caracolent en tête des enquêtes internationales, ils ont autant de difficultés sur le sens des proportions que les petits Français ou que les petits Béninois. Donc voilà, l'idée très vite pour Evidence B pour nous, c'est d'être présent dans ces différents systèmes éducatifs et du coup le relais des éditeurs scolaires qui connaissent bien le fonctionnement de leur mammouth propre, sans vouloir, voilà, parce que c'est partout pareil, on a tendance à s'auto-flageller, mais enfin il y a une complexité inhérente au système éducatif, donc de passer par les éditeurs scolaires pour nous permet d'accélérer cet accès à l'international. Parmi l'ensemble de tous ceux qui travaillent dans le numérique, je dirais dans la société en général, aujourd'hui on craint les GAFAM. Microsoft en fait partie, tu as travaillé chez Microsoft, alors qu'est-ce que l'on craint ? Oui, il y a de la crainte, voilà. Je pense qu'on ne craint pas les bonnes choses. Très vite arrivent des sortes de théories du complot avec une sorte de Big Brother qui chercherait à manipuler pour aller dans un sens ou dans un autre. Et je pense que c'est beaucoup plus prosaïque que ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a raison de les craindre, mais on n'a pas raison de les craindre pour un agenda caché. Je pense qu'il n'y a pas... Pour être un peu péjoratif, je pense que c'est un peu des poulets sans tête. Donc c'est une puissance d'agir qui est puissantissime parce qu'il y a des milliards de dollars derrière. En revanche, sur le champ de l'éducation, que ce soit Google, Amazon ou Microsoft, il n'y a pas réellement de vision d'éducation. Il n'y a personne qui a et pour y avoir passé 12 ans, voilà, quand de temps en temps, il y a une manifestation sur une vision de l'éducation, c'est une agence marketing, c'est un keynote speaker à la Ken Robinson qu'on va payer très cher, mais il n'y a pas une pensée d'éducation. Et l'erreur, c'est d'écouter leur discours en se disant il y a une vision de l'éducation. Non, c'est des entreprises qui font des bons produits, on les aime pas, et qui cherchent à vendre leurs produits. Leurs produits arrivent dans l'éducation, donc il faut les pousser dans l'éducation, et c'est très bien quand leurs produits sont efficaces et rendent service. En revanche, de penser que ce produit et le discours de l'éducation, et le futur de l'éducation, et le tout de l'éducation, on se fait berner. C'est ça, alors que faut-il craindre ? Ce qu'il faut craindre, c'est le déplacement des sujets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vendez un outil qui permet la communication, la collaboration, et que vous mettez des millions de dollars pour que les systèmes éducatifs, les curriculums, les examens intègrent ces dimensions-là,
sans vouloir dire du mal de l'enseignement de l'histoire ou de la physique ou des maths, eh ben, le sujet des disciplines est écrasé parce qu'il n'y a personne pour mettre $1 milliard pour aller dire que l'enseignement de l'histoire est fondamental. J'ai même eu un échange une fois avec des gens qui étaient en charge de ce développement de l'enseignement du code, et c'est très bien d'apprendre le code, voilà, dans le monde numérique dans lequel on est. En revanche, dès qu'on enseigne une discipline de plus, c'est aux dépens d'autres disciplines. Et un des interlocuteurs qui était à Londres en charge de développement de cet enseignement du code me disait, oui, il y a des disciplines qui sont devenues désuètes. Par exemple, on pourrait supprimer l'histoire pour faire partir un peu plus d'enseignement du code. Et là, ça devient dramatique. C'est-à-dire que, encore une fois, pour résumer le propos, les produits qui défendent et la volonté de défendre n'est pas contestable. En revanche, le fait de défendre avec tant de moyens occulte quels sont les principaux objectifs de l'éducation et toute l'importance que voilà, la culture de l'humanité, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, a construit comme curriculum pour des raisons. Voilà, l'humanisme porté par l'ensemble des civilisations qui a fait des curriculums avec l'ensemble des disciplines. C'est pas parce qu'il n'y a pas des milliards de dollars pour défendre la physique, la philosophie, le latin, etc., qu'il faut perdre de vue que c'est ça qui va faire le citoyen de demain, même le travailleur de demain. Enfin, il ne s'agit pas d'occulter la demande de formation qu'on attend du système éducatif, mais là, encore une fois, il y a un effet déformant des GAFAM. Alors, revenons à Evidence B, c'est une petite start-up en devenir, une future grande. On a fêté nos 1 an d'existence, donc c'était juillet 2017. Vous êtes nombreux à travailler sur ces champs-là? Enfin, grosso modo, il y a régulièrement une aspiration à l'adaptive learning. Oui. Hein. Et donc, dans le champ international, ça fait une dizaine d'années qu'il y a de la personnalisation qui est attendue par le numérique. Ça a été une des promesses du numérique, de dire, avec le numérique, grosso modo, l'histoire de l'éducation, c'était des pédagogues qui enseignaient à des riches enfants de patriciens, c'est de la personnalisation, puis ensuite ça se massifie, la grande massification, c'est après la Deuxième Guerre, et maintenant, on aspire, et la promesse du numérique, c'est de dire, on va revenir à de la personnalisation. Ça a été une personnalisation, disent les anglo-saxons, over-promised. Donc il y a pas mal de startups qui sont nées, qui sont mortes, qui repartent sur ces sujets-là. Il y a donc, et en France, pas mal. Et des fonds importants sont levés. Alors maintenant, depuis ce mouvement de la start-up venue de Californie, etc., toute cette économie qui accompagne les créations de petites structures avec des financements associés, etc., il y a beaucoup de fonds qui sont disponibles pour les EdTech et pour l'adaptive, avec ce regard sur le fait qu'il y a eu des promesses non abouties. Donc oui, il y a pas mal d'acteurs là-dessus. Et donc là, Evidence B vient d'être sélectionné dans un programme qui s'appelle Educate à Londres, qui est porté par la Commission européenne et l'UCL, le Knowledge Lab, donc qui est vraiment le cœur de l'intelligence artificielle de l'éducation à l'international et qui est positionné à Londres. C'est aujourd'hui la journée de lancement du programme Educate. On est la seule start-up française, mais il y a une trentaine de start-up dans le programme, donc on voit qu'il y a pas mal de start-up. La spécificité, on va dire, de Evidence B, c'est d'appliquer ces Sciences Co et cette IA aux disciplines elles-mêmes, à rentrer dans le cœur des apprentissages. Il y a des startups qui sont sur des éléments de cognition très transversaux. La mémorisation, l'attention, parce qu'on peut se dire tous les enfants ont besoin de mémorisation, tous les enfants ont besoin d'attention. Alors que nous, on travaille sur l'addition, sur les phrases de syntaxe un peu complexes du type le fils du frère de mon voisin s'appelle Dupont, qui s'appelle Dupont et comment sa corde s'appelle. Tout le monde se plaint là-dessus. Et ça, c'est pour des raisons cognitives, en fait, neurologiques. Donc ça, on voit très peu de concurrents qui sont vraiment sur le cœur de discipline, parce que c'est de la recherche fondamentale. Il faut trouver les chercheurs. Nous, on en a en Allemagne, on en a en Italie, on en a au Japon, qui travaillent pendant, qui ont toute leur carrière sur des éléments très spécifiques. Et on a la chance en France d'avoir Stanislas Dehaene, qui est aussi très influencé et très, qui est au cœur de ce type de recherche. Et Yann Lequin pour ce qui relève des... Et Yann Lequin pour ce qui relève des algorithmes. Voilà, absolument. Avec ce souci que tous ces grands chercheurs en algorithmes sont beaucoup dans les GAFAM. Donc là, il y a un sujet. Ouais, très bien. Là, par ailleurs, tu en parlais tout à l'heure, il y a d'une part il y a l'intelligence artificielle et puis ensuite il y a tout ce qui est relatif à la cognition, à la connaissance du cerveau. Alors là, si on fait le joint entre les deux. Alors, grosso modo, c'est deux mondes parallèles. J'ai envie de dire qu'il y en a un qui est bête et un qui est intelligent, mais la bêtise de l'un va renforcer l'intelligence de l'autre. La connaissance du cerveau, c'est de la science dure, et grosso modo, on cherche à comprendre comment ce sens du nombre ou ce sens de la syntaxe va se structurer dans le cerveau. Donc il n'y a rien de personnel, c'est quelque chose qui décrit comment fonctionne le cerveau de tous. Ensuite, il y a des
pathologies, etc. Et ce qu'amènent ces sciences, de façon assez convergente, il y a eu un moment chez les Scandinaves des théories sur les styles d'apprentissage, en disant il y a des gens qui sont visuels, auditifs, etc. Il y a des cerveaux qui ne sont pas tout à fait les mêmes, etc. En fait, grosso modo, le cerveau sur les corps knowledge, il est quasiment identique. Donc la connaissance du cerveau, elle est anonyme et universelle. Ensuite, il va y avoir toutes sortes de particularités. Donc au moment où on dessine des parcours d'exercice, un test pour vérifier où est-ce qu'on en est dans la compréhension de la proportion, et ensuite les exercices pour corriger, remédier les dysfonctionnements, là on reste finalement assez anonyme et assez générique. L'IA, c'est effectivement, elle marque à la culotte, elle va regarder dans le parcours que fait l'enfant, dans le test que fait l'enfant, ceux, sans savoir pourquoi, mais ceux qui ont réussi comme ci ce test, ou qui ratent comme là, ou qui passent par tel ou tel cheminement pour réussir ensuite à faire la division, dans le cas qui nous occupe sur les fractions, eh bien, il repère bêtement les chemins gagnants, il ne sait pas dire pourquoi, l'IA ne sait pas dire pourquoi, là où les Sciences Co cherchent à expliquer pourquoi. Les Sciences Co expliquent pourquoi ça serait bien de faire comme ça. On a un parcours. L'IA repère que en fait c'est pas exactement ça le parcours gagnant et il corrige le parcours en fonction des parcours gagnants. Moi, ce qui nous frappe de faire travailler ensemble ces deux domaines qui travaillent très peu ensemble, les Sciences Co et IA. Chacun est très curieux de l'autre parce que effectivement chacun vient nourrir l'un et l'autre, l'un de ses outils et l'autre de sa connaissance et de son explication. Donc il y a quelque chose de vertueux. Dernière question plus personnelle. Comment on se sent quand on est à la tête d'une start-up pour avoir quitté une grande start-up ou disons un grand groupe? Moi, je suis philosophe de formation. Donc, pour un philosophe, les Sciences Co, et pour les enseignants, c'est pareil. C'est suspect. Hein. C'est l'argumentation qui fait l'intelligence et qui fait le débat, que des biologistes, que des neurologues aient quelque chose à dire sur Socrate nous paraissait risible, oui, à nous philosophes. Ouais. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ils arrivent à dire des choses de plus en plus précises. Et la posture de se dire il n'y a rien à attendre de ce côté-là me paraît maintenant totalement fausse. Ensuite, il faut que chacun reste modeste. C'est-à-dire, ces Sciences Co et cette IA, c'est des petits éléments pour le monde connaissance qui viennent enrichir une expertise qui est celle de l'enseignant. La complexité de l'orchestre, c'est l'enseignant qui l'a, et c'est encore que des petits éléments modestes. Mais du coup, en tant que start-up, d'être au début de l'histoire de ces deux domaines, c'est évidemment complètement exaltant. Et puis finalement, vendre des produits dans un grand GAFAM, à un moment, vous savez, voilà. Mais l'enseignant, on aura toujours besoin d'enseignants ? Alors c'est un gros débat aussi, et puis il y a des malentendus en France sur ces sujets-là, au sens où on voit que parce que cette science arrive un peu d'en haut, elle est quelquefois perçue comme une sorte de vérité éclairée issue de la recherche dont l'enseignant n'est qu'un instrument. Et il y a des discours même qui vont au-delà de ça. Ce qui me paraît totalement absurde. L'humain est complexe. Et c'était la querelle des nominalistes au Moyen-Âge. La science, c'est jamais qu'un filet qu'on jette sur le réel. Le réel échappera toujours au filet, aussi étroite soit la maille. Le prof est celui qui a le réel. Il a des enfants qu'il connaît et dont la richesse et la pluralité de la vie et de l'interaction, c'est ça qu'il maîtrise. Et donc, ces éléments scientifiques vont être des outils pour enrichir son travail d'identification, de remédiation, de personnalisation, d'adaptation, mais c'est clair que l'enseignant restera toujours le cœur du dispositif, toujours et à jamais. On a dans les startups, on a dans les financeurs de startups des gens qui dérapent, des gens qui effectivement sont dans partie de ces exemples où on n'a pas assez d'enseignants, vont dans des discours qui sont de substitution parce qu'il y a carence. Donc encore une fois, le numérique, c'est un outil au service de l'enseignant. Il y a des cas dans l'économie des startups du numérique où on pense substitution, mais je me rappelle d'un slogan de Rose Lekin qui est à l'UCL, la papesse un peu de l'IA dans l'éducation, et qui disait « We need a teacher for everyone ». Donc pour dire oui, l'IA c'est très bien, mais c'est bien le prof qui est quand même le cœur du dispositif. Donc, encore le prof. Toujours le prof. Merci beaucoup Thierry. Merci Claude.